16% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Verallia. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en hotlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, ces vidéos consistent seulement en une analyse technique, quantitative et qualitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui on est sur Verallia, donc Verallia qui est le deuxième leader donc dans l'industrie de la transformation de contenu et emballage donc en verre. Donc on est sur le premier acteur européen et donc le deuxième acteur ou le troisième acteur mondial si je me trompe pas. Donc on va tout de suite regarder la courbe et voir que donc depuis 2022 on s'est quand même assez bien repris sur le titre, même si aujourd'hui on a un PER qui est quand même assez bas. On va essayer de hop là se le mettre à ce niveau-là. On est sur un PER, vous voyez, qui descend de plus en plus, étant donné que on a réussi à augmenter de plus en plus notre rentabilité sur Verallia. Donc on le voit sur le revenu total qui augmente et qui en 2022 et même en 2023 a augmenté de manière extrêmement significative. On va le regarder ici dans les déclarations. Vous voyez que le revenu total qui a augmenté de manière très importante. Et si vous regardez même, le revenu net a augmenté encore plus vite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de le regarder tout de suite dans des statistiques et d'aller regarder donc qu'est-ce que fait l'entreprise. Donc déjà qu'on voit qu'on a un léger rachat d'actions. Donc après il faudra aller voir si est-ce qu'il y a des achats de concurrents ou pas avec des actions. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est nos marges brutes. Donc vous voyez que nos marges brutes ont complètement augmenté, c'est-à-dire qu'on est passé là de 22 à 28 en 2023, étant donné qu'on a passé une augmentation de prix d'à peu près 20% sur nos produits. Donc c'est énorme. Vous voyez que d'ailleurs la marge opérationnelle a été boostée et la marge nette aussi. On est sur une marge nette qui a 14,5. C'est énorme. Ensuite, si on regarde le rendement des capitaux propres, vous voyez qu'il est extrêmement important, sachant que si je me trompe pas, bon, l'entreprise verse quand même un dividende, donc on a quand même un ratio de paiement qui est à 22, donc c'est quand même là à un 40, enfin on a un ratio de paiement qui est quand même à 50%, sachant que un rendement des capitaux propres qui est à peu près à 40%, donc en fait il est assez intéressant, sauf que étant donné qu'on verse un dividende, donc on verse la moitié de ce qu'on va récupérer, on n'aura pas un taux de croissance qui sera à 40% ou un petit peu moins, on sera à un taux de croissance qui sera beaucoup plus faible, c'est-à-dire on va au moins enlever la moitié, c'est-à-dire que si on de base on croissait à 40, là on va peut-être croisser à 10 voire à 20, sachant que le rendement du capital investi n'est pas forcément extrêmement important, même si là, vous le voyez, il augmente étant donné qu'on a passé des augmentations de prix, etc. Vous le voyez, là, dès que la marge brute augmente, le rendement du capital investi augmente étant donné que, vu que nos produits ont des coûts fixes qui restent identiques et qu'on arrive à les vendre avec 20 ou 30% plus cher, bah forcément notre rendement du capital investi augmente. Donc on a des coûts des marchandises qui augmentent, ça c'est normal, on a des dépenses d'exploitation qui augmentent, donc ça c'est normal étant donné que normalement on est en croissance, même si on est quand même sur un milieu qui croît quand même assez difficilement. Là vous avez vu qu'on a des partenariats quand même avec des grosses boîtes comme pourrait être Pernod Ricard, etc., comme pourrait être Diageo, et au final aujourd'hui donc on est sur un marché avec assez peu de croissance, hein. Vous le voyez, le marché de l'alcool c'est assez peu de croissance, c'est pour ça que Verallia est une entreprise intéressante étant donné qu'elle est extrêmement diversifiée. On va le regarder à ce niveau-là, on va aller essayer de trouver son chiffre d'affaires qui est ici, parfait. Donc là on a 35% des vins tranquilles, donc on est voilà sur tous les types de vins. Après on a des vins pétillants qui représentent 12%, les spiritueux qui représentent 13%, la bière qui représente 13%, les boissons non alcoolisées qui représentent 11% et les produits alimentaires qui représentent 16, c'est-à-dire que l'entreprise est extrêmement bien diversifiée. Donc on va avoir de la consommation régulière comme les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, on va avoir la bière qui va être extrêmement consommée dans les pays européens, on va avoir les spiritueux qui vont être consommés aux États-Unis, on va avoir les vins et les vins tranquilles qui vont être aussi consommés en Europe. Donc c'est quand même, voilà, vous voyez, leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires. On a directement les informations sur les usines, les embouteillages, comment est-ce qu'on va le fabriquer, la chaîne de production, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est une entreprise qui dans son DEU a tout marqué, c'est-à-dire qu'on a 34 usines de production de verre, 5 usines de décor et 12 centres de traitement du calcin, sachant que on va en acquérir encore d'autres si je me trompe pas ici. Voilà, vous le voyez, le 6 novembre, Verallia conclut un accord avec le groupe Santoala en vue d'acquérir 5 de ces centres de traitement du calcin, pardon, excusez-moi. Le calcin, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des petits débris de verre qu'on va pouvoir aller mettre ensemble pour pouvoir aller faire du nouveau verre. Et donc, ce qui est intéressant avec le calcin, c'est que ces entreprises-là donc doivent faire fondre du verre à des températures extrêmement chaudes. Et le calcin, étant donné qu'il avait déjà été fondu à un moment, a une température de fusion qui est beaucoup plus basse que le verre normal. C'est-à-dire si on le sortait avec les marchandises qu'on a besoin pour créer du verre. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, on va essayer de le regarder un petit peu plus bas. On a le cycle de produits, donc extraction et transformation des matières premières, donc le sable, le calcaire et le carbonate de sodium. Ensuite, on va avoir voilà, transformation du verre collecté en calcin, donc via la valorisation du verre ménager dans les usines de traitement Verallia ou de ses partenaires, c'est-à-dire qu'on va avoir
Donc le verre qui va être recyclé, qui va possiblement être vendu ou récupéré par Verallia. Donc on a plus de 10 000 collaborateurs. À l'intérieur, on a quand même des taux de fréquence accidents au travail 3,6%, étant donné qu'on est quand même sur l'industrie. Donc c'est totalement normal. Par contre, là, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. On a BPI France qui est au capital. Alors, évidemment, c'est ça qui va peut-être pouvoir expliquer une valorisation aussi faible, étant donné que quand la France, même si c'est par BPI France et pas exactement par l'État français, à partir du moment où un investisseur particulier voit qu'il y a BPI France dans une entreprise, il va être un petit peu plus réticent. Mais à ce niveau-là, vous voyez quand même 34 usines de production, c'est ce qu'on a vu, 63 fours, et on arrivera bientôt à 12 centres de traitement, et ensuite voilà, vous avez des centres techniques et des centres de développement. Donc ça nous intéresse pas forcément, mais voilà, 55% du calcin interne intégré à nos productions, c'est quand même extrêmement bon. Et ensuite, vous le voyez, le reste site de production, donc on a voilà, éco-conception et production, donc environ 17 milliards de bouteilles et de produits en verre créés dans l'année. Donc vous le voyez aussi, collecte et sensibilisation au tri et au recyclage. Donc plus il va y avoir des personnes qui vont trier et recycler leur verre, plus Verallia va pouvoir augmenter sa marge, étant donné qu'elle va récupérer du verre qui sera de 1 moins cher, et ensuite qui pourra avoir une température de fusion plus basse, donc potentiellement pouvoir utiliser moins de fours, ou en tout cas pouvoir émettre moins de CO2. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant ensuite on sait que les fours, Verallia avait expliqué, donc dans, si je me trompe pas c'était le Q2, ils avaient expliqué que ils allaient mettre en route donc des fours hybrides ou même des fours électriques pour continuer leur décarbonisation. Donc c'est quand même assez important, étant donné que si l'électricité est tentée de pouvoir baisser au fur et à mesure du temps, étant donné que le pétrole va être une énergie qui va de plus en plus augmenter au fil du temps, en tout cas en termes de prix. Maintenant ça va être assez intéressant d'aller en électricité, parce que peut-être qu'on pourra avoir voilà, des investissements ESG, etc. Donc maintenant, voilà, donc la situation financière, on le voit, les résultats nets, les capitaux propres, le cash flow opérationnel, etc. Donc on est quand même sur des trucs assez importants. Maintenant, on ira regarder les chiffres après. Là, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'entreprise en soi. Donc maintenant, elle va quand même nous parler, voilà, du dividende, donc et aussi du rachat d'actions. Donc, bon, voilà, faut faire quand même extrêmement attention, parce que on sait qu'il y a assez peu de croissance sur ce genre de milieu. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire de la croissance? On va pouvoir faire de la croissance externe, ou sinon on va pouvoir augmenter nos marges. Aujourd'hui, on est en train d'augmenter nos marges, donc peut-être qu'après il y aura une certaine normalisation de ce niveau-là, parce qu'on est quand même sur une industrie, hein, une industrie avec des marges nettes de 15%. Techniquement, c'est pas probable, ou techniquement c'est probable sur une partie de temps, et ensuite ça va baisser, étant donné qu'elle a réussi à avoir un price mix extrêmement important. Maintenant voilà, là vous voyez l'effet marquant, etc. Donc il y a des acquisitions, là vous voyez ici, voilà, s'implante au Royaume-Uni, renforcer sa position sur les segments en verre premium pour le marché des spiritueux, c'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'on attend de ce genre d'entreprise, c'est-à-dire que la plupart des producteurs d'alcool vont aller un petit peu se déplacer vers les verres premium, donc c'est-à-dire, comme on l'a pu le voir hier avec Rémi Cointreau, ou comme on l'a pu le voir avec Pernod Ricard, qui donc essaye un petit peu de se premiumiser, voilà. Et là, mise en service du four à Jacutinga au Brésil, donc ça va sûrement être un four hybride ou des fours électriques, si je me trompe pas. Maintenant qu'on a regardé tout ça, on va aller regarder un petit peu le bilan de notre entreprise. On a une equity qui est à peu près à 1 milliard, sachant qu'on a une capi à 3 à 4. C'est-à-dire qu'on est quand même valorisé 4 fois nos actifs, donc c'est une entreprise qui, même aujourd'hui avec un PER assez faible, est quand même valorisée assez haut, hein, étant donné qu'elle a quand même pas mal de dettes, hein, 1,87 de dette. Maintenant, on va aller tout de suite regarder, hop là, le revenu hors exploitation, regarder les charges d'intérêt sur la dette, donc on a à peu près 10% de notre bénéfice d'exploitation. On va les regarder un petit peu avant, et on était à peu près exactement sur du 10, voire du 15%, donc ça peut être assez important. Ça veut quand même dire que la dette est assez importante, mais aujourd'hui elle est quand même assez tenable, étant donné qu'on est seulement sur 10% de notre bénéfice d'exploitation. Maintenant on va la regarder un petit peu l'EBITDA, on est sur 651 000 pour à peu près une dette, on va la mettre à 2 milliards, donc 6 x 3, 18, donc on arrive à peu près à une dette sur EBITDA, à peu près à 3 fois, et si on prend en tout cas une terme de normalisation, on va pouvoir peut-être prendre un 400 millions, je pense, parce que l'effet prix ne va peut-être pas durer tout le temps, donc parce qu'on est quand même, ouais, vous le voyez, on est passé de 1,43 à 2,65, c'est-à-dire que aujourd'hui notre ratio de paiement passe à 50%, voire peut-être un petit peu moins. Mais vous voyez que l'année dernière, quand on donnait 1 euro par action en dividende, il nous restait 43%, donc c'était effectivement un ratio de paiement à 50%. Maintenant, là vous le voyez ici, Verallia s'attend à une croissance de son CA inférieure à 20% suite à la dévaluation du pesos argentin, étant donné que elle est première en Amérique du Nord, et donc elle a des traitements de calcin, et elle a des créations de verre, donc des productions de verre à cet endroit-là, et donc aussi elle va vendre aux producteurs qui sont établis là-bas, ou sinon les producteurs locaux ou les producteurs exportateurs.
Maintenant, on va aller regarder un petit peu notre cash flow, et donc voir, on a un cash lié aux activités d'exploitation qui est quand même un petit peu plus faible que le revenu net. On va essayer, hop là, de les comparer en moyenne, donc hop là, avec notre cash lié aux activités d'exploitation, donc on voit qu'il est quand même supérieur au revenu net. Maintenant, on va essayer de le regarder avec le free cash flow. On voit que le free cash flow est d'ailleurs aussi très souvent supérieur au revenu net. Alors quoi, est-ce qu'on va avoir des dépréciations qui ne vont pas être marquées? Est-ce que ça va être des tricks comptables? Est-ce que notre compte de résultat va être inférieur juste pour ne pas payer d'impôts, etc. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, là, on va aller essayer de regarder la politique d'allocation du capital. Donc qu'est-ce qu'elle va faire avec son argent? Déjà, on voit qu'on a un fonds de roulement qui est pratiquement positif tous les ans, puisque sur les derniers semestres, on a eu un fonds de roulement qui était un peu plus négatif. Pourquoi? Parce qu'on a sûrement eu des variations des inventaires. Effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Il y a eu un effet de déstockage, et étant donné que on a quand même perdu du volume, hein. Vous le voyez, Verallia, dans les derniers trimestres, donc avait perdu pas mal de volume, mais donc elle avait un CA en hausse de 22% à 3 milliards sur 2023. Pourquoi? Parce qu'elle a passé un effet prix qui passait de 20% à 25%, voire peut-être 30% d'effet mix prix qui est donc complètement énorme, avec un volume qui baissait d'entre, si je ne me trompe pas, de 5 à 8%. Donc c'est quand même assez important. Maintenant, nous, on va aller regarder un petit peu. Donc ça, on est au courant, on sait pourquoi. Maintenant, on va aller regarder un petit peu, est-ce qu'on a des achats d'entreprise? Donc en 2022, ça, on l'avait vu, l'achat des spiritueux donc en Angleterre. Ensuite, les dépenses d'immobilisation qui sont quand même assez importantes, hein, étant donné qu'on est sur une industrie. Donc on est à peu près là aujourd'hui sur la moitié de ce qu'on va faire en cash des activités d'exploitation, qu'on va aller dépenser en investissement. Maintenant, on va essayer de le comparer ici avec notre dépréciation et notre amortissement. Est-ce que les dépenses d'investissement sont plus importantes? Effectivement, on voit que en 2021-2022, ça n'avait pas forcément l'air d'être le cas, mais en 2022, on voit qu'on est assez agressif et qu'on essaye de faire énormément de dépenses d'immobilisation. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour aller décarboner notre industrie? Est-ce que c'est pour avoir des emprunts ESG, etc.? Je vous laisse aller faire votre propre choix et aller regarder un petit peu le DU. En tout cas, ça a l'air d'être une entreprise assez intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de notre argent? Donc on va aller racheter des actions, donc ça c'est important pour le cours en tout cas, et aller verser un dividende qui est de plus en plus croissant. Donc ça, je pense que c'est pas forcément une extrêmement bonne idée de le faire croître à aussi rapidement, étant donné qu'on va peut-être avoir une certaine normalisation, donc une baisse de notre CA, etc. C'est pour ça d'ailleurs que le PER n'a pas augmenté de manière stratosphérique. Vous le voyez qu'elle était là depuis 2019, et même on n'a pas assez de track record, on va dire, pour pouvoir savoir si oui ou non, qu'elle est bien évaluée ou pas sur son ratio cours-bénéfice. En tout cas, on sait que ça baisse de plus en plus. Pourquoi? Bah, étant donné que voilà, notre EBITDA est augmenté, notre flux de trésorerie est augmenté, même nos bénéfices ont augmenté, nos rendements des capitaux propres ont été donc effectivement, on continue d'augmenter. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui Verallia n'a pas forcément une très bonne décision d'aller verser 50%, voire peut-être même 40% de son dividende, sachant qu'elle a des rendements des capitaux propres aussi importants, voire même du capital investi. Il faudrait plutôt qu'elle se concentre donc sur l'investissement, donc ce qu'elle peut faire pour son propre business, et peut-être aller rembourser de la dette. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.